Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé en collaboration avec Pledzi. Donc on est dans les locaux de Pledzi et je suis voilà, avec Yacine. Alors moi c'est Yacine, je suis consultant en inbound marketing chez INU et avec nous on a Adeline. Bonjour à tous, donc moi je suis Adeline, responsable marketing chez Pledzi. Mon objectif c'est de rendre nos commerciaux heureux, c'est-à-dire de mettre en place la stratégie pour leur générer des leads qualifiés. Ok, et moi donc je suis Nicolas Roussel, le fondateur de l'agence inbound marketing INU. Donc on va vous expliquer un petit peu ce qu'est INU. Donc on va couper la caméra pour la partie présentation du webinaire. Donc on aura à peu près 40 minutes, 45 minutes de présentation, puis ensuite on gardera une quinzaine de minutes pour les questions. Voilà. Donc, on va démarrer sur la partie présentation de l'agence. Donc, ANU est une agence d'inbound marketing dont le motto est de vous aider à réenchanter votre relation client. Et pour ça, on a développé un certain nombre de services. Le premier est un service d'inbound marketing, donc comment faire en sorte que le client vienne vers la marque et non plus la marque vers le client dans des stratégies classiques d'outbound marketing. On a développé des services de content marketing, c'est-à-dire qu'on fait la création de contenu, donc création d'articles et création de documents premium comme des livres blancs ou des guides. On peut vous aider aussi sur toute la partie génération de leads, que ce soit une bande marketing ou des stratégies plus classiques. Et puis, sur des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, c'est tout ce qui est marketing automation, donc mise en place des outils, toute la partie lead nurturing, dont on va parler aujourd'hui, la création de sites web inbound marketing, ce qui est important parce que il ne s'agit pas simplement de faire un site, mais de faire des sites qui soient inbound marketing qui vous permettent de convertir vos clients. Et puis, toute la partie social selling qui, pour nous, est un peu le pendant de l'inbound marketing, c'est comment faire en sorte que sur les réseaux sociaux, des gens vous reconnaissent et viennent vers vous. Et puis, on est aussi centre de formation. Et donc là, on dispense deux types de formations. Une formation de 2 jours d'inbound marketing qui permet aux sociétés de mettre un premier pied à l'étrier et de se lancer, avant de se lancer dans une vraie stratégie d'inbound marketing. Et puis, une autre formation sur la partie social selling, donc comment générer des leads qualifiés à partir des réseaux sociaux. On est centre de formation référencé Datadog, ça veut dire que ces formations peuvent être prises en charge par votre OPCA. Voilà. Maintenant, on va laisser la présentation de Pledzi. Alors Pledzi, en fait, c'est une solution française d'inbound marketing. Nos clients sont des entreprises B2B. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner les marketeurs à générer davantage de qualifiés grâce à leur contenu et à les aider à mettre en place et à développer leur stratégie d'inbound en leur proposant donc une solution all-in-one avec toutes les fonctionnalités pour se lancer. Et dans ce sens-là, donc on a un réseau d'agences partenaires dont fait partie l'agence INDU pour nos clients qui ont besoin d'un accompagnement sur mesure. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première question, c'est pourquoi le lead nurturing est-il si important? Le lead nurturing, c'est quoi, Yacine? Explique-nous 2 mots. Alors en quelques mots, le lead nurturing, ça se traduit par le fait de nourrir vos prospects. Donc vous allez chercher à entretenir des relations avec eux, avec pour objectif de les transformer en clients quand ils seront prêts. Ok. Donc plus spécifiquement, le lead nurturing, ça permet en fait de faire progresser vos leads dans leur parcours client. Donc il y a différentes phases qu'on va voir un peu plus tard dans le webinaire. Et donc en fait, c'est de les aider jusqu'à qu'ils prennent leur décision finale, leur décision d'achat. Ok, alors lead nurturing, c'est souvent lié au parcours client, ce qui est très, très important. Et après, on va voir la méthodologie inbound marketing. Le parcours client, c'est la base de l'inbound marketing. C'est essayer de comprendre où en est le client quand il vient sur votre site et qu'il a une interaction avec vous. Donc, l'inbound marketing a divisé ce parcours client ou parcours d'achat suivant les termes en 3 phases. La première phase, c'est la phase de prise de conscience, c'est quand une personne, en fait, ne sait pas exactement qu'elle a un problème et ne sait pas exactement comment le formaliser. Dans ce cas-là, le client va rechercher des informations sur Internet avec des mots comme pourquoi, comment. Donc, imaginons que, je prends l'exemple en général du
du déménagement, si votre société doit déménager dans 6 mois ou dans 9 mois, et si vous êtes responsable marketing, si vous êtes responsable informatique, il va falloir vous commencer à vous poser la question, c'est comment déménager mon système d'information. La deuxième étape, c'est le comment. Donc, c'est une fois qu'on a défini son besoin, qu'on l'a formalisé, donc j'ai besoin de déménager dans mon système d'information dans 9 mois, c'est comment je le fais. Donc là, on va essayer de regarder, le client va essayer de regarder quelles sont toutes les solutions disponibles sur le marché. Donc, ça peut être, par exemple, dans notre cas, de le faire par vous-même. Vous êtes une entreprise, vous louez votre camionnette, vous débranchez vos serveurs, puis vous les rebranchez dans votre nouveau local. Notre solution, ça va être par exemple de passer par un déménageur. Et puis la troisième, ça va être de passer par un déménageur spécialisé dans les systèmes d'information. Donc ça, c'est le haut. Et puis la dernière étape, c'est avec qui. Donc une fois que j'ai déterminé mon besoin, que j'ai vu les solutions du marché, que j'ai choisi ma solution, ça va être de dire avec qui je vais travailler. Et donc là, on va regarder quels sont les différents prestataires, quelles vont être les différentes solutions tarifaires, avant de prendre la décision d'acheter et de faire mon acte d'achat. Donc, bien comprendre son parcours client, ça permet de faire des bons contenus au bon moment pour les bons clients. Et ça, on le retrouve tout au long du lead nurturing. Alors, Yacine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthodologie d'inbound marketing et où se place le lead nurturing dans la méthodologie? Okay. Alors là, on vient de voir le parcours client qui est extrêmement important en inbound marketing. Donc, la méthodologie inbound, c'est constitué de 4 grandes étapes. La première étape qui est d'attirer des visiteurs sur votre site internet. Ça va se faire à travers du contenu, un site internet correctement optimisé, votre blog, les réseaux sociaux. Ensuite, il y a l'étape de conversion, donc convertir ces visiteurs en leads à travers toute une séquence de captation de leads, des call to action, des documents premium, des livres blancs, e-book, des landing pages et des formulaires. Et ensuite, il y a la phase qui va nous intéresser le plus aujourd'hui à travers ce webinaire, qui est la phase qui consiste à transformer vos leads en clients. Donc, c'est ce qu'on va voir plus en détail aujourd'hui. Et enfin, la phase qui consiste à fidéliser vos clients. Et donc, l'étape lead nurturing, c'est vraiment dans la troisième étape où vous allez utiliser des emails, des workflows et votre CRM. Il faut considérer le lead nurturing un peu comme une relation humaine. Quand vous rencontrez un jeune homme ou une jeune fille et que vous avez divisé un peu au début un peu sur lui, il va falloir créer la confiance. Et tout ça, ça va passer par des interactions. Un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, jusqu'à ce que les personnes se fassent suffisamment confiance et finalement s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre. Le lead nurturing, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que quelqu'un vient sur votre site et vient faire un téléchargement qui va s'engager. Bien souvent, ils sont dans des phases de awareness, donc des phases la première phase du parcours client. Et il faut quand même créer un certain nombre d'interactions. Il faut arriver à démontrer votre expertise et créer cette confiance qui va être nécessaire pour que les gens ensuite viennent travailler avec vous. Pourquoi? En fait, on s'aperçoit que 3/4 des personnes qui viennent sur vos sites et qui viennent télécharger, donc c'est ce qu'on appelle les leads, en B2B, ce sont des personnes qui ne sont pas acheteurs à l'instant T. Donc, si vous focalisez uniquement sur le quart des personnes qui viennent sur ce site et qui sont éventuellement acheteurs, donc sur cette partie-là, vous pouvez en transformer certainement une petite partie, vous passez à côté de 3/4 de votre business potentiel. Et donc, ce qui est important avec les lead nurturing, c'est de garder un lien avec ces 73% de gens qui sont venus et qui sont venus télécharger quelque chose chez vous, parce que peut-être que dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être dans 1 an, ils seront clients chez vous. Alors, quelque chose une autre stat qui est intéressante aussi, c'est de s'apercevoir que les sociétés qui mettent en œuvre le lead nurturing sont des sociétés qui surperforment par rapport aux autres. Et on est quasiment sur 2/3 de ces sociétés-là. Donc, les sociétés qui utilisent le lead nurturing sont des sociétés, et le marketing automation sont des sociétés, en fait, qui sont plus performantes que les autres. Tout à fait. Nous, on le voit dans nos clients. Donc aujourd'hui, on a un taux de fidélisation de 90%. Nos clients qui mettent en place une solution de marketing automation sont satisfaits dans les résultats. D'ailleurs, je pense à un client, Tanguy, responsable marketing chez Momindom. En 4 mois, donc, il avait généré 1233 leads. Et en fait, sur les 1233, 260 étaient nouveaux. C'est-à-dire que les anciens, en fait, c'était une base qu'il avait. Et en fait, la mise en place de la solution de marketing automation a permis de réactiver ces gens en base. Pas mal. Ouais. Bon résultat, impressionnant. Alors, le lead nurturing s'appuie sur un certain nombre
d'outils, de moyens. Yacine, est-ce que tu peux nous parler en fait des outils du lead nurturing? Alors, pour les outils du lead nurturing, on a 3 grands outils. Tout d'abord, le contenu, c'est extrêmement important. Il faut proposer du contenu pertinent pour pouvoir faire progresser vos prospects dans leur parcours d'achat. L'email, parce que c'est le canal que vous maîtrisez le mieux, que c'est le canal à travers lequel vous allez communiquer à vos prospects pour justement les faire avancer dans leur parcours client. Et enfin, le marketing automation. Et donc, pour ça, je pense qu'Adeline sera plus à même d'en parler. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, je pense que le lead nurturing, c'est vraiment un point essentiel d'une stratégie marketing. On voit en B2B, 57% du parcours d'achat d'un client est réalisé avant même qu'il ne parle à un commercial. Donc, si vous n'êtes pas présent pour leur apporter de la matière, du bon contenu, des conseils, des réponses à leurs problématiques, en fait, vous laissez le champ libre à vos concurrents. Et souvent, quand je parle en fait à mes homologues du marketing, on a un petit problème, c'est qu'on manque de temps et on attend que tout soit parfait. On a envie d'attendre d'avoir mis en place la stratégie parfaite pour pouvoir mettre en place le lead nurturing. Mais je pense que c'est la première erreur parce qu'en fait, vous allez mettre en place une stratégie qui va vous générer des leads. Vous allez peut-être acheter des bases de données. Et en fait, ce serait dommage de ne pas mettre en place la stratégie pour créer le lien. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de lancer en parallèle votre stratégie lead nurturing. Et c'est en ça aussi que une solution de marketing automation va vous aider parce qu'en fait, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et de vous apporter des outils pour mettre en place sereinement ce lead nurturing. Moi, j'irais même plus loin, je dirais que c'est pas uniquement pour les prospects, donc qui vont venir sur votre site. Le lead nurturing fonctionne aussi pour vos clients sur des stratégies, par exemple, de fidélisation, ou si vous avez besoin de lancer de nouveaux produits. C'est intéressant de mettre en place du marketing automation et du lead nurturing pour essayer de transformer vos clients actuels sur des nouvelles offres ou de nouveaux produits, des nouveaux services que vous pourriez avoir. Alors, le lead nurturing s'appuie sur l'email. Et l'email, on vient d'en parler, c'est quelque chose Yacine nous en a parlé, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que parmi tous les canaux que vous pouvez avoir pour toucher vos prospects et vos clients, qui peuvent être par exemple le social media, qui peuvent être le télémarketing, qui peuvent être des campagnes pures d'emailing de prospection, l'email, c'est le seul canal que vous maîtrisez vraiment, que ce soit dans le message, que ce soit dans le timing et qui soit aussi dans tout ce qui est le reporting que vous pouvez avoir. Alors l'email, c'est pour ça qu'on s'appuie sur l'email sur la partie lead nurturing et l'email a pas mal de vertus. Mais il faut faire attention à ne pas abuser de ce super pouvoir. Pourquoi? Parce que justement, vous avez d'autres interactions. Vous interagissez avec vos clients sur d'autres canaux. Que ça peut être, que ce soit social selling, que ce soit tel marketing, que ce soit vos commerciaux qui appellent des prospects. Enfin, il y en a pas mal. Vos prospects, en fait, ils ne veulent pas recevoir trop d'informations non plus de la part de votre société. Donc, ce qui est important quand on met en place du lead nurturing, c'est comment vous allez mettre en place vos scénarios, comment vous allez designer vos scénarios. Ce qui est important, c'est l'expérience client. Donc, l'expérience client, c'est comment le client va percevoir les interactions que vous avez avec votre société, comment vous allez pouvoir démontrer votre expertise. Et ça, cette expérience, elle va se traduire concrètement à travers les différents emails, le timing que vous allez faire, le contenu que vous allez mettre dans vos emails. C'est pour ça que les scénarios de nurturing sont très importants. Et à quoi servent les scénarios de lead nurturing? Parce que là, on parle de lead nurturing. L'objectif du lead nurturing, c'est de créer des interactions avec vos prospects. Une personne vient sur votre site, bien souvent, elle va venir voir un article de blog, elle va voir peut-être qu'une seule page de votre site, elle va venir télécharger un document, et puis pour elle, ça va s'arrêter là. Mais pour vous, c'est le démarrage. Donc, votre objectif, c'est de se dire, quelqu'un est venu télécharger. Et bien moi, ce que je veux, c'est qu'il vienne télécharger un autre document. Ce que je veux, c'est qu'ils viennent revisiter mon page. Ce que je veux, c'est qu'ils viennent voir ma page de prix, qu'ils viennent voir les services que je fais, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez mettre en place cette stratégie de lead nurturing et qui va pousser les internautes, vos prospects, vos visiteurs à interagir avec votre marque. Et plus vous aurez d'interactions, plus vous pourrez qualifier vos prospects et plus vous pourrez leur attribuer une note dans le scoring de clients. Donc, le scoring, c'est en fait, vous mettez des points et des notes, on va revenir plus tard, mais sur toutes les interactions que vous avez avec vos clients. Et plus le scoring sera élevé, plus vous aurez des leads qui seront intéressants pour vous.
Alors, on vient de voir cette première partie sur quelle est l'importance de lead nurturing et j'espère qu'on vous a convaincu. Ce qui va vous intéresser maintenant, c'est comment mettre en place votre lead nurturing. Donc, on va parler maintenant des bonnes pratiques du lead nurturing. Yacine, tu veux nous en parler un petit peu? Alors oui, les bonnes pratiques du lean nurturing, donc, il y a trois grandes pratiques. La première, ça va être de décider comment aligner les ventes et le marketing avec votre stratégie de lean nurturing. Donc là, on va avoir différents schémas que vous pouvez faire par rapport à votre stratégie. Donc il y a ce qu'on appelle tout d'abord le lead nurturing traditionnel. Donc là, on va avoir la première étape de conversion, donc convertir vos visiteurs en leads à travers du contenu, vos blogs, des séquences de captation de leads avec des call to action, des landing pages, des formulaires, un document premium à télécharger. Une fois que vous avez généré des leads, vous allez, par exemple, dans ce premier exemple, les mettre directement dans un workflow pour du lead nurturing. Donc là, le but, ça va être, en fonction de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont téléchargé comme document ou les actions qu'ils ont fait sur leur site, vous allez les mettre dans un workflow et petit à petit, ils vont recevoir du contenu de manière régulière par email. Et donc, le but, ça va être de les qualifier et ensuite de pouvoir les transférer aux ventes pour qu'ils puissent les appeler. Le second schéma, la seconde bonne pratique, c'est une bonne pratique que nous, on fait en interne chez INU. C'est, en fait, on a la première étape de conversion, donc, comme j'ai dit dans la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape où on va placer un premier call. Donc, c'est un premier appel de connexion. Donc là, c'est simplement pour savoir, en savoir un peu plus sur la personne, son entreprise, ses motivations. Et donc, en fait, c'est un appel qu'on fait directement après que la personne est téléchargée. Donc, ça peut paraître un peu pressé, mais nous, on le fait et on a un très bon retour à ce niveau-là. On a des personnes qui sont surprises, mais agréablement surprises du fait qu'on les appelle aussi rapidement. Donc, une fois en fait qu'on a fait cet appel, on va ensuite les mettre dans un scénario de lead nurturing. Et donc, le but, ça va être petit à petit de les qualifier et enfin de les transférer aux ventes. Et enfin, la troisième bonne pratique, le troisième schéma, ça va être de garder le lead en lead nurturing. Donc, la première étape de conversion, ensuite les mettre dans un schéma de lead nurturing, ensuite faire une pause si on n'a pas forcément beaucoup d'engagement par rapport à l'ouverture des mails, etc. Et donc, après plusieurs semaines, plusieurs mois, les réengager, donc refaire un nouvel essai de nurturing, donc les remettre dans les workflows pour pouvoir à nouveau les faire évoluer dans leur parcours client. Et nous, du coup, chez Plaidy, on a pris une autre stratégie, c'est qu'en fait, donc, dès qu'on génère, un lead est généré, ils sont automatiquement mis dans notre campagne de lead nurturing jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Et en fait, après, on s'est mis en accord avec les sales pour définir les différentes étapes du cycle d'achat et surtout à partir de quel score le lead passe aux commerciaux. Donc en fait, au moment où le lead est passé aux commerciaux, il continue d'être alimenté par le marketing pour toujours avoir une relation jusqu'à ce qu'il devienne client en fait. Alors, sur quel choix, sur quels critères vous allez choisir telle ou telle stratégie? On vous a donné là des exemples de critères, notamment le nombre de leads mensuels. Il est clair que vous n'allez pas agir de la même manière si vous avez 50 leads par mois que si vous en avez 5000. Si vous avez 50 leads par mois, il y a de fortes chances que vos commerciaux puissent les appeler directement dès qu'il y a un téléchargement. Dès que vous arrivez sur des volumes de leads mensuels importants, vous ne pouvez plus les passer aux commerciaux. Vous ne pouvez plus les traiter par des humains. Vous êtes obligé de passer par des outils, comme l'outil Plaidy, qui va vous permettre de faire du scoring et donc de segmenter vos leads et de ne passer aux sales que les leads qui sont vraiment en phase de décision d'achat. Ça dépend aussi de vos canaux d'origine. Donc, si vous faites par exemple des campagnes d'achat de mots-clés, ça veut dire que vous avez certainement un produit à vendre, vous avez peut-être une vente saisonnière. Dans ce cas-là, peut-être que la personne qui va venir convertir sur votre site, vous allez décider de l'acheter, de l'appeler directement. La troisième, ça va être la capacité de votre force de vente à gérer les leads. On revient vers le premier critère. Il est clair que si vous avez trop de leads à gérer par rapport à votre force de vente, et bien vous allez beaucoup utiliser l'outil d'automation et de segmentation et de scoring. Si vous avez un nombre de leads
peu importants, avec une équipe de vente peu importante, vous allez pouvoir les gérer humainement. Voilà. Et puis sinon, votre business model aussi, la durée du cycle de vente. Si vous avez des cycles de vente qui sont longs, bah, peut-être que ça nécessite des phases de maturation de vos clients plus longues. Et donc, vous allez choisir peut-être d'appeler la personne un petit peu plus tard dans le cycle d'achat. Donc, peu importe l'alignement que vous allez mettre en place, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit construit avec le commerce. Et pour cela, pour avoir une bonne stratégie, il est important de définir quelques règles. Donc, déjà, premièrement, de parler le même langage. Définir qu'est-ce qu'un lead, qu'est-ce qu'un MQL, donc un Marketing Qualified Lead, c'est-à-dire un lead qualifié par le marketing, qu'est-ce qu'un bon lead pour un commercial, d'avoir des objectifs communs. Nous, par exemple, chez Pleddy, les objectifs marketing sont directement liés aux objectifs commerciaux. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de générer des leads, mais des opportunités aux commerciaux. Et enfin, le point le plus important, je pense qu'il est important d'impliquer vos commerciaux dès le début de la stratégie, parce que c'est eux, en fait, qui vont vous donner les billes pour aller dans la bonne direction. Par exemple, le cycle de vente, c'est eux qui le connaissent le mieux, qui vont pouvoir vous aiguiller pour bien définir les différentes étapes. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est lié au contenu, aux problématiques de vos prospects. C'est eux qui sont en relation au quotidien avec eux, donc il est important de les impliquer dès le début. Et je pense que de les impliquer dès le début, ça va également faire en sorte qu'ils comprennent mieux la stratégie mise en place. Et donc, du coup, ils vont avoir tendance à partager plus vos contenus, à comprendre, on va dire, la vie d'un prospect avant qu'ils arrivent chez eux. Et donc, du coup, aligner vraiment le discours commercial en fonction de votre stratégie marketing. Nous, par exemple, chez Pleddy, on donne un accès à la solution de marketing automation aux commerciaux pour que, avant qu'ils appellent un contact, puissent avoir l'historique de ce qu'il a regardé, de ce qu'il a téléchargé, quand est-ce qu'il est venu sur le site, etc. Et avoir vraiment un discours totalement adapté et fluide. L'alignement de vente et de marketing, c'est vraiment l'ADN de l'inbound marketing. Et on essaye, quand on met en place des stratégies d'inbound marketing, d'inclure les sales le plus tôt possible, notamment dans la construction des personas. Alors, on parle en inbound marketing de personas. Donc, les personas, ça va être votre acheteur idéal. Parce que contrairement à l'inbound marketing, vous êtes capable d'acheter une base de données, de cibler exactement le poste de la personne, la taille de la société. Donc là, on est plus sur du buyer profile. Quand on crée du contenu sur Internet et qu'on essaye d'attirer des gens, vous ne savez pas, a priori, qui va venir sur votre site. Donc, vous allez essayer de réfléchir en termes de personnes, de comportements homogènes, de façon à créer du contenu pour adresser ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on appelle ce type de personas des personas. Et ça, il n'y a que les sales qui sont capables de vous donner un retour terrain sur quelles sont les attentes et quels sont les besoins de vos personas. Donc, l'alignement des ventes et du marketing, c'est vraiment quelque chose qui est très important à tous les stades de l'inbound marketing. Alors maintenant, on va parler peut-être de la création des scénarios de lead nurturing. Yacine, tu veux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors oui, pour vos scénarios, donc il y a trois principaux éléments. Donc le premier élément, ça va être la segmentation. Donc vous allez segmenter vos leads en fonction, par exemple, de leur persona, de leur entreprise, de la taille de leur entreprise. Ça peut être aussi une segmentation par rapport à leur comportement, aux actions qu'ils ont entreprises sur votre site internet. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez segmenter vos leads. Il y a aussi le scoring qui permet de segmenter. Ensuite, il y a l'email. Donc c'est l'élément extrêmement important pour faire du lead nurturing, puisque c'est à travers lui que vous allez, à travers du contenu pertinent envoyé par email, faire progresser vos prospects dans leur parcours client. Et enfin, les workflows. Donc ça, on va en parler plus en détail juste après. Les workflows, c'est des séquences d'emails automatisées, donc des scénarios d'emails pour faire évoluer vos prospects en fonction de ce qu'ils ont fait dès le début sur votre site. Alors, ce qui est important dans la mise en place d'une stratégie de lead nurturing, c'est où est-ce que vous voulez emmener vos prospects. On a vu la partie parcours client, donc on sait que des gens sont en phase de awareness, de considération ou de décision. Ce qui est important quand ils rentrent dans votre workflow, c'est de savoir où est-ce que vous voulez les emmener. Donc, il faut, pour chaque scénario de lead nurturing, définir un objectif. Donc, sur des exemples d'objectifs, ça peut être par exemple la participation au webinaire. Donc, nous, quand on a mis en place nos scénarios pour
vous faire venir à ce webinaire, on sait fixer un objectif de nombre de participants. Ça peut être, par exemple, aussi le téléchargement d'un e-book, d'un guide, d'un coupon de réduction, etc. Ça peut être aussi la consultation d'une page spécifique sur votre site. Vous pouvez par exemple décider de dire, OK, ben moi, ce que je veux, in fine, c'est que les gens viennent voir la page de mes prix ou la page de mes services. Ça peut être aussi la demande de consultation d'un audit marketing, par exemple. C'est des choses qu'on fait aussi. Ça peut être aussi des cas clients ou démarrer un essai gratuit. Alors, comment créer concrètement son premier workflow? Nous, notre conseil, c'est de ne pas partir directement dans l'outil, et c'est de prendre un petit peu de recul et de se dire, ben, finalement, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je vais faire? Combien je vais faire d'emails? À quel délai je vais les envoyer? Donc ça, vous prenez un tableau, prenez une feuille de papier, vous vous mettez à plusieurs, vous faites tout seul, et puis vous allez commencer à dessiner votre workflow. Voilà. Donc nous, notre conseil, c'est d'abord de faire une représentation graphique simple de votre workflow, et puis ensuite de se dire, ben, finalement, combien je vais envoyer d'emails. Au niveau des envois d'emails, nous, on recommande d'envoyer 3 ou 4 emails. Alors, quand vous en envoyez seulement 1 ou 2, on estime que c'est pas assez. Vous n'allez pas avoir de résultats. Et 5 ou 6, c'est peut-être trop long. Donc, vraiment, nous, ce qu'on recommande, c'est d'envoyer entre 3 et 4 emails. Ouais, et on recommande aussi d'essayer de découper justement vos scénarios, parce que faire des scénarios qui sont trop longs, envoyer 6, 7, 8 emails, c'est vraiment trop long, et en fait vous allez avoir des gens qui vont se désengager. Il vaut mieux essayer de découper vos workflows et ensuite de les combiner entre eux. Donc par exemple, si on prend le cas du parcours client, donc quelqu'un qui vient télécharger un document chez vous et qui est en phase de awareness, de définition de ses besoins, dans ce cas-là, vous pouvez faire un workflow de 3-4 emails avec pour objectif de venir télécharger un guide, par exemple. Et si c'est atteint, dans ce cas-là, vous le faites rentrer dans un deuxième workflow qui va être, par exemple, l'objectif, c'est de participer à un webinaire. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, créer des workflows qui sont plus courts, mais aussi qui sont plus souples. Alors, nous, on a une exception, c'est qu'on a un workflow de 21 emails qui en fait, les gens rentrent dans un cycle sur lequel ils vont recevoir des conseils. Mais c'est pendant 21 jours, ils vont recevoir chaque jour un nouveau conseil pour mettre en place une stratégie de marketing. Mais ça, c'est vraiment particulier et c'est pas forcément à conseiller. Alors, quel délai entre chaque email? Parce que ça, c'est la question que pas mal de gens se posent. Ben, ça dépend un peu de votre cycle de vente. Si vous avez un cycle de vente très court, ben, il va falloir envoyer un certain nombre d'emails pendant un temps assez limité. Par contre, si vous avez un business model sur lequel vous vendez sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas la même chose de vendre des maisons que de vendre des gyms. Si vous avez des gens pour qui la phase de maturation est longue, dans ce cas-là, vous n'allez pas leur envoyer un email par semaine, vous allez peut-être leur envoyer un email par mois. Ça dépend aussi de la complexité de la vente. Ça dépend aussi du nombre de personnes que vous voulez toucher. On sait qu'en B2B, on a à peu près 6 personnes, un peu plus de 6 personnes qui sont impliquées dans des ventes complexes. Il va falloir donc fournir à la personne qui est votre contact dans la société les billes, des ressources pour aller convaincre ses collègues. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que vous fournissiez un petit peu plus d'informations. Ça peut être aussi lié à la difficulté d'assimilation. Quand quelqu'un vient télécharger un guide chez vous, vous n'allez pas lui envoyer un email le lendemain pour lui proposer un autre guide parce qu'il n'aura pas eu le temps de le lire. Et puis, ça dépend aussi de la pression marketing. Voilà, si vous avez l'habitude de faire beaucoup de contenu, si la personne est dans peut-être plusieurs workflows en même temps, hein, ça arrive. Si la personne reçoit aussi des informations de votre newsletter, si la personne s'est abonnée à votre page sur Facebook ou sur LinkedIn, elle va recevoir beaucoup d'informations. Donc ça là, c'est pas forcément nécessaire de mettre une pression marketing dans vos workflows trop importante. Et du coup, j'aimerais rajouter sur la pression marketing. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention, pour pas trop sursolliciter vos prospects. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte la pression email en fonction donc, des différentes phases du cycle d'achat. C'est-à-dire qu'en découverte, on va laisser un peu plus de temps entre les différents points de contact par email. Et en fait, plus on se rapproche vers le cycle d'achat, enfin vers l'étape d'achat, on va avoir des communications beaucoup plus rapprochées. Après, je pense qu'il est aussi important de définir aussi une règle de sortie. Par exemple, donc nous, on estime qu'à partir de 5 emails non ouverts, on sort les prospects de la campagne de nurturing
parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas intéressés par ce qu'on leur envoie. Et donc, du coup, on rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alignement des ventes et du marketing, et de dire, les gens vont rentrer dans un premier workflow, et finalement, s'ils ne sont pas engagés, on arrête. Et puis, on peut essayer de les réengager 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après dans un autre workflow. Alors, on a vu, effectivement, qu'il fallait fixer un objectif pour son workflow. On a vu quel était le délai qu'il fallait mettre. Qu'est-ce qu'on met dans les emails, Yacine? Alors, dans les emails, vous devez avoir un objectif unique. Par exemple, ça peut être d'établir la confiance, un site de téléchargement, par exemple avec un guide, un e-book ou un livre blanc, donc à travers un call to action. Vous pouvez aussi inciter à l'action à travers une démo, par exemple, proposer une démo par email. Ou alors, la quatrième, c'est l'email de rupture. Donc là, dans ce cas-là, on est sur une étape où on a envoyé un certain nombre d'emails, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'engagement. Donc, on va envoyer un email pour leur dire, voilà, est-ce que vous voulez toujours recevoir nos conseils, recevoir nos emails, pour avoir une réponse de leur part et savoir si on continue. Je pense que l'email a un rôle vraiment clé dans le nurturing parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que votre stratégie fonctionne ou non. Parce qu'en fait, si vous vendez mal votre objet ou le corps de votre email, les prospects ne vont jamais ouvrir ou cliquer et donc jamais accéder à vos contenus et jamais avancer dans votre tunnel de conversion. Donc, je voulais parler de quelques petites bonnes pratiques de l'email, en tout cas que nous on a observé chez Pleddy, parce que c'est des conseils qu'on nous demande en tant que prospect, mais également en tant que client quand les responsables marketing rejoignent Pleddy. Je pense qu'il est important de mettre de l'humain dans cet email automatisé. Et pour cela, donc moi j'aime bien mettre mon nom, mon prénom et mon adresse email. Et je vois que ça plaît parce que j'ai souvent des retours prospects pour me faire part de commentaires sur un contenu ou alors pour me poser des questions. Dans ce sens-là aussi, mettre des éléments de personnalisation. Par exemple, nous, l'un des champs obligatoires dans un formulaire, c'est le prénom, parce qu'on aime bien rajouter ce champ dans un email pour montrer que c'est vraiment one-to-one. Et puis après, donc il y a les bonnes pratiques, c'est-à-dire mettre en avant les bénéfices du contenu. Qu'est-ce que le contenu va apporter aux prospects qui vont cliquer sur cet email. Et puis après, il va y avoir par exemple la statistique qui marche très bien parce que ça rassure, ça donne envie d'aller plus loin. Et puis bien évidemment, avoir un call to action clair. Ne mettez pas trop de liens dans votre email parce que sinon les gens ne vont pas cliquer. Et nous, en fait, on a remarqué que ces quelques bonnes pratiques fonctionnent plutôt bien. Par exemple, pour cet email que je crois pousser le livre blanc, pourquoi s'équiper d'une solution de marketing automation? On a eu plutôt de bons résultats. On avait 40% d'ouverture et 5% de clics. Super bon résultat. Et effectivement, un seul objectif par email, c'est-à-dire un call to action par email. Il faut que la personne ne pose pas la question de savoir est-ce qu'elle va faire telle action ou telle action. Elle a une action à faire, elle clique sur call to action. Et voilà. Alors, une des choses dans les bonnes pratiques aussi du lead nurturing, c'est de regarder quels sont les comportements de vos prospects. Et là, Pleddy a une offre hyper intéressante justement avec leur scénario intelligent. Donc, en fonction du comportement, qu'est-ce que c'est que l'email comportemental? L'email comportemental, en fait, c'est regarder ce que font les gens sur votre site et en fonction des interactions qu'ils peuvent avoir, leur envoyer le bon email au bon moment. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre un outil de tracking. Donc, vous allez mettre un petit bout de script sur votre site. Il faut aussi un outil qui permet de le faire. Ça, vous pouvez pas le faire sans outil. Donc, Pleddy est un des outils qui permettent de faire ça. 2, c'est de déterminer quelles sont les actions importantes qui vont déclencher l'envoi d'email. Donc, ça peut être un téléchargement, ça peut être par exemple la visite d'une page, mais ça peut être aussi le fait que les gens ne viennent pas sur votre site pendant un certain temps. Et ça, à partir de là, vous allez démarrer la conversation avec votre utilisateur. Alors, parmi les exemples d'emails comportementaux, vous avez effectivement la complétion d'un formulaire. Donc, quand quelqu'un vient remplir un formulaire et télécharger un document sur votre site. La deuxième, ça peut être par exemple la visite d'un cas client, la visite d'une page de cas client, une page de prix ou un service spécifique. Et puis, un des autres emails comportementaux, c'est si la personne, par exemple, ne vient pas visiter votre site pendant 3 mois, peut-être que vous allez lui envoyer un email pour essayer de le réengager en disant tiens, vous n'êtes pas venu pendant, ça fait 3 mois qu'on ne vous a pas vu sur votre site, sur le site, vous nous manquez. Voilà, est-ce que vous voulez pas, on a des nouveaux produits, voilà, vous pouvez venir voir notre site, on a un certain nombre de nouveautés.
Voilà, donc grosso modo, les emails comportementaux sont basés sur le temps, la durée, à partir du moment où est-ce qu'ils viennent pas, à quelle fréquence, sur le type de persona, donc qui vient sur votre site, et puis les interactions que les personnes ont avec votre société. Je pense que c'est vraiment un élément clé dans votre lead nurturing. C'est vraiment l'élément qui va faire la différence. Le lead nurturing, c'est accompagner vos prospects dans le cycle de vente, dans leur réflexion. Et donc, du coup, il ne s'agit pas d'envoyer des contenus comme ça, tout azimut, des offres dans n'importe quel sens. Il est important de vraiment répondre au bon moment avec le bon contenu pour apporter une meilleure expérience utilisateur et un parcours client unique. Et nous, chez Plaisir, c'est vraiment notre leitmotiv et c'est comme ça qu'a été construite la plateforme. Donc, l'une de nos fonctionnalités phares, c'est la campagne intelligente, c'est-à-dire que en fait, nos algorithmes permettent en fonction du contenu que vont regarder vos visiteurs, leur pousser automatiquement en fait, du contenu adapté en prenant en compte les informations qu'auront collectées Pleddy via les formulaires et via les codes de tracking installés sur votre site web. Donc là, nous, on n'a pas de workflow, on a vraiment une campagne qui est totalement dynamique et qui s'adapte en fonction du parcours et du profil de vos visiteurs. Du coup, comment ça se passe dans la solution? Donc, je vais en parler très brièvement. En fait, l'idée, c'est de, premièrement, paramétrer votre campagne, donc de définir votre segment, du nombre d'emails à partir duquel un contact sort de la campagne. Et ensuite, vous allez vous attarder sur votre cycle de vente. Pour chaque phase, donc c'est-à-dire découverte, évaluation, achat, vous allez définir une durée en jours. Donc là, moi, je vous conseille de vous rapprocher de vos commerciaux pour la définir. Ensuite, la pression commerciale. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment, nous, on a des pressions différentes en fonction des différentes phases. Plus on se rapproche de l'achat, plus on va avoir des communications rapprochées. Ensuite, donc, le jour et l'horaire d'envoi des emails. Faut garder la main là-dessus, parce que ça me semble important. Et enfin, donc, le scoring de chaque phase d'achat. Donc, le scoring, c'est un nombre de points qu'on va qu'on va mettre sur chaque contact en fonction des informations qu'ils vont remplir dans un formulaire, donc par exemple la taille d'entreprise ou autre, ou alors de leur comportement. Donc en fait, l'idée, ça va être de paramétrer, de vous laisser la main sur le paramétrage de votre campagne, donc que ce soit assez simple et rapide, pour vous laisser du temps pour vous concentrer sur l'essentiel qui va faire que votre stratégie va fonctionner, c'est-à-dire vos contenus. Et donc du coup, en fait, créer vos personas, créer le contenu pour chacun de vos personas pour les différentes étapes du cycle d'achat. Donc ça, vous allez pareil le mettre dans la plateforme pour que l'outil prenne en compte toutes ces données. Et ensuite, la rédaction de vos emails, parce que c'est ça qui va faire que ça fonctionne ou pas. Alors, on avance bien dans ce webinaire. Ça fait à peu près 35 minutes qu'on est ensemble. Donc, on va avancer maintenant sur la troisième partie qui vont être les exemples de campagnes de lead nurturing. Donc, on va vous parler d'un premier exemple. Comment ça se passe chez nous quand les gens viennent télécharger un e-book. Donc, ça peut être un e-book sur, par exemple, les étapes clés pour générer des leads, ou ça va être le téléchargement du guide de l'inbound marketing. Donc, ils viennent télécharger, ils reçoivent un premier email de remerciement pour venir télécharger le document. Et puis ensuite, ils vont rentrer dans un workflow qui est composé de la manière suivante. Donc, le déclencheur, c'est le téléchargement du guide de l'inbound marketing. 2 jours après, on va leur envoyer un deuxième email sur le retour sur investissement de l'inbound marketing. On considère que si vous venez sur notre site télécharger le guide de l'inbound marketing, c'est que vous êtes intéressé par ça. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est est-ce que réellement c'est rentable? Donc, on envoie ce document-là. Ensuite, on attend une période de 7 jours. À partir du moment où vous êtes convaincu que l'inbound marketing c'est bien, que c'est rentable, vous allez vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui l'ont mis en place et comment ça fonctionne. Donc là, on va envoyer un cas client, un de nos cas clients, voilà. Et puis 7 jours après, on va proposer nos services. Donc en fait, on propose nos services quasiment à la fin de notre scénario de lead nurturing. Une fois que la personne a découvert quels sont les services, on va lui envoyer un dernier email pour l'engager sur un questionnaire. Donc c'est un questionnaire à remplir en ligne, à partir duquel nous on a des informations, et quand on fait un call avec eux, on peut faire ce call avec un certain nombre d'informations qui nous permettent d'avoir un call qui soit beaucoup plus riche. Un deuxième exemple de lead nurturing, qui veut nous en parler peut-être, Yacine?
Alors oui, par exemple, là on a l'exemple de la participation à un webinaire. Donc l'objectif, ça va être d'avoir des participants à ce webinaire. Le trigger, ça va être l'inscription via un formulaire qu'on aura mis sur le site. La première étape, donc nous, on va envoyer une confirmation et un lien d'ajout pour qu'ils puissent ajouter cet événement à leur calendrier. La seconde étape, ça va être d'envoyer un rappel pour le webinaire 10 jours avant le webinaire. Ensuite, on va renvoyer un mail, donc l'étape 3, la veille du webinaire pour leur rappeler l'événement. Un autre email 1 heure avant le webinaire avec le lien pour accéder à la présentation. Et envoyer un dernier email 15 minutes avant. Donc ça, c'est vraiment l'email juste avant le webinaire. Et donc la dernière étape, ça va être d'envoyer un email après le webinaire avec le lien pour visionner le replay. Alors, je crois que chez Plaisir, vous avez des scénarios aussi particuliers. Explique-nous. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, en fait, on va avoir une campagne et en fonction donc, du parcours de vos visiteurs, vous allez avoir un scénario différent. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment un scénario par contact en fonction de ce qu'ils vont regarder. Donc là, j'ai modélisé un exemple. Donc, j'ai pris l'exemple d'une personne, d'un responsable marketing qui cherche à avoir des informations sur comment mettre en place sa stratégie d'inbound marketing. Donc, il recherche sur Google comment mettre en place ma stratégie d'inbound. Il va atterrir, imaginons, sur le site, le blog de Pledzi. Il va tomber sur l'article Inbound Marketing, les facteurs clés de succès. Donc, il va dérouler l'article. À la fin de l'article, nous, ce qu'on aime bien, c'est mettre des call to action vers un contenu premium en lien avec l'article pour justement générer des leads. Et donc, imaginons ce visiteur arrive à la fin de l'article, il va tomber sur une bannière mettant en avant comment vous allez planter votre stratégie d'inbound. Donc là, ça va peut-être faire tilt, et donc du coup il va aller télécharger ce guide. Donc ce livre blanc, en fait, c'est un livre blanc que nous on a mis en phase découverte. Donc en fait, quand une personne va le télécharger, il va gagner 10 points. Donc il va rentrer dans notre on va capter le contact, il va rentrer dans notre campagne intelligente et gagner 10 points. Et donc 7 jours plus tard, on va lui envoyer un autre email, un email dans ce cadre de cette campagne intelligente pour lui proposer le livre blanc. Pourquoi s'équiper d'une solution d'inbound marketing? Parce qu'en fait, c'est l'une des parties du livre blanc, comment vous allez planter vos stratégies, le fait de choisir un éditeur. Donc, imaginons, il a lu le livre blanc, cette partie, il se pose des questions sur cette partie-là, il va télécharger ce deuxième livre blanc, il va gagner également 10 points en plus, donc il va avoir un total de 20 points. Il va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la phase évaluation. Donc voilà, il continue son chemin. Imaginons quelques jours après, donc 3 jours, il retourne sur le site et il télécharge comment bien choisir sa solution de marketing automation. Là, il va avoir 20 points parce que c'est un contenu de phase évaluation. Donc, il va avoir au total 40 points. Et donc, 7 jours après, on va lui envoyer un email pour lui proposer un cas client. Imaginons, il ne télécharge pas ce cas client parce qu'il ne voit pas le mail ou alors il n'est pas intéressé. 7 jours après, on va lui envoyer un email pour lui proposer un article marketing automation. Quel est le meilleur moment pour mettre en place un outil? Imaginons, il se pose cette question-là, il va sur le site web, il va gagner 5 points. Et donc, en étant sur cet article, il se balade un peu sur le site. Imaginons, il va sur la page du site tarif. Donc là, on va lui donner des points, donc 5 points. Et donc, de là, on va voir qu'il y a un intérêt sur la solution. Et donc, du coup, quelques jours après, on va lui envoyer un email pour lui proposer une démo de Pledzi. Et s'il accepte, il va être redirigé vers notre cellule commerciale. Pas mal. Alors, je crois qu'on arrive à la fin du webinaire, en tout cas de la partie présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être que vous posiez vos questions. Donc, on vous laisse quelques instants pour poser vos questions. On va peut-être remettre la caméra, ouais, du coup. Hop. Alors, parmi les questions que nous rencontrons avec nos prospects, c'est comment mettre en place une stratégie de lead nurturing. On va donner une réponse, peut-être tout aussi après. Moi, je dirais que, faut pas attendre. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà du trafic sur votre site. Et donc, vous avez peut-être déjà la possibilité de convertir vos prospects
en lead. Et à partir du moment où vous faites ça, eh ben, vous avez besoin de mettre en place une stratégie des lead nurturing. Ce serait trop dommage de passer à côté des 3/4, c'était 73% des gens qui viennent sur votre site et qui ne sont pas acheteurs à l'instant T, mais qui potentiellement peuvent devenir acheteurs. Donc, le plus tôt, c'est selon nous le mieux. Alors, c'est sûr que si vous démarrez de zéro, que vous démarrez votre site, que vous n'avez pas de trafic, etc., c'est un petit peu compliqué de le faire. Mais je dirais que le plus tôt, c'est le mieux si vous avez du trafic. Et quand bien même, si vous avez déjà des clients, et vous pouvez mettre en place une stratégie de lead nurturing pour votre base de clients actuels. Alors moi, du coup, je te rejoins, Nicolas. Je pense que du moment où vous commencez à générer vos premiers leads, je pense que c'est le bon moment pour mettre en place cette stratégie de lead nurturing parce que on sait très bien, comme tu l'as dit, la plupart ne vont pas directement convertir et donc ce serait dommage de ne pas garder le lien et de les accompagner dans leur réflexion d'achat parce que sinon ils vont le faire de leur côté et ils vont aller consulter les contenus de vos concurrents et donc vous risquez de les perdre. Parmi les autres questions qu'on rencontre, c'est en général, c'est quel outil faut-il pour mettre en place du lead nurturing? Alors, je dirais que ça dépend des situations. Si vous êtes une société qui a l'habitude de faire du marketing, il faut tout de suite aller sur des outils comme Pledzi pour mettre en place du lead nurturing. Mais si vraiment vous démarrez de pas grand-chose, il y a des outils, vous avez certainement un routeur d'email qui vous permet de faire déjà peut-être un premier scénario de lead nurturing, donc des outils comme Mailchimp qui sont pas très chers, mais ce sont des outils qui sont relativement peu performants parce que vous pouvez pas faire des scénarios intelligents, vous pouvez pas traquer sur votre site, enfin mal traquer sur votre site, et du coup le déclenchement des scénarios est pas forcément idéal. Donc moi je dirais que le plus tôt vous pouvez aller vers un outil professionnel comme Pledzi, c'est le mieux. Je pense que tu es d'accord. Et tu me disais même que parfois, même sur des clients, tu leur conseillais de passer sur un outil au départ simple, et ensuite aller de venir chez vous, sachant que vous gardez de toute façon le commercial avec eux et que vous êtes un conseil pour eux. Oui, tout à fait. Et puis, on le remarque d'ailleurs, les prospects qui deviennent clients chez Pledzi, ils ont peut-être commencé sur des solutions comme Mailchimp, mais en fait, ils en voient la limite. Et donc, c'est là où est l'intérêt d'une solution. Exact. Tous ces outils qui sont gratuits ou très peu chers sont des outils qui sont vraiment limités, sur lesquels vous avez peu de reporting, sur lesquels vous avez peu de moyens en fait, de mettre en place des actions qui soient performantes. Alors, on a des actions, on a des questions. Oui, donc une question de Jean. Alors, je veux bien. Quid du phoning vs emailing versus emailing. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est sur des campagnes ou si c'est sur l'alignement des ventes et du marketing. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Nous, on privilégie, et je sais qu'il y a pas mal de sociétés qui privilégient ça aussi, c'est de faire du phoning tout de suite quand quelqu'un est venu télécharger un document. Et quand je dis tout de suite, c'est pas un jour après, c'est pas 2 jours après, c'est dans les 5 à 10 minutes après. Il y a des études qui montrent que si vous appelez dans les 5 à 10 minutes, vous avez énormément, j'ai plus les chiffres en tête, mais 40 ou 50% de chances de plus de qualifier votre lead si vous appelez dans les 5 à 10 minutes. Et croyez-moi, Yacine s'en occupe dans l'agence, croyez-moi, on a plutôt des bons retours de gens qui se disent, tiens, effectivement, vous m'avez appelé, effectivement, je suis venu télécharger ça parce que j'ai telle problématique. Donc ça permet d'engager une conversation. Attention, on n'est pas là pour vendre le premier appel, vous n'êtes pas là pour vendre votre solution. Vous êtes là pour vous présenter et écouter le client, lui donner des premiers conseils et établir ce premier lien de confiance. Tout à fait. Je pense que la réactivité est très importante et c'est ça aussi qui va vous démarquer de vos concurrents. Donc nous, pour le coup, on ne va pas recontacter toutes les personnes qui téléchargent des documents sur notre site. On va vraiment contacter que les personnes qui ont téléchargé, par exemple, un livre blanc en phase d'évaluation ou d'achat. Mais on essaye d'être très réactif. Et par exemple, les demandes de démo, pour moi, il faut que que les gens soient recontactés en 5 minutes. Oui, tout à fait, effectivement. Voilà. Et on sait, autre stade, que l'engagement des gens, c'est-à-dire que si quelqu'un dit « Ok, je veux faire une démo », si vous ne le rappelez pas sur 48 heures, c'est fini. La personne ne se sent plus engagée après 48 heures. Donc, il faut vraiment la réactivité, c'est vraiment hyper important. Autre question qu'on a, c'est les emails par mois, c'est-à-dire combien faut-il envoyer d'emails par mois? Ouais, c'est une question de Nolwenn qui pose la question 3-4 emails par mois, parce que peut-être que ce n'était pas très clair. Sur les scénarios, combien faut-il envoyer d'emails? Ça dépend du cycle de vente, ça dépend du business model, ça dépend de
première chose. On vous a montré notre exemple, notre exemple, comment on fonctionnait. Maintenant, je pense que ça dépend complètement de votre solution, de la complexité de votre solution, mais aussi de la richesse du contenu que vous pouvez apporter à vos clients. Si vous avez peu de contenu, ben finalement, vous n'allez pas essayer de l'assommer d'emails, parce qu'au bout d'un moment, ça va très vite devenir des emails commerciaux qui vont vous demander de s'engager. Par contre, si vous avez des emails et vous produisez pas mal de contenu, dans ce cas-là, ça peut être bien de leur envoyer des emails sur les meilleurs articles de blog. Ça peut être des emails sur, tiens, il y a Télébook qui peut vous intéresser, notamment chez Plaisy, où on peut faire des scénarios intelligents en fonction du persona et en fonction des interactions qu'il y a. Ça peut être intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas envoyer des emails tous les jours, ça c'est sûr. Ouais. Plus qu'un email par semaine, c'est beaucoup. Vous pouvez, sur un scénario, je ne sais pas, envoyer peut-être entre 2-3 emails par mois, sachant qu'à côté, ils vont recevoir peut-être votre newsletter. Voilà, donc il ne faut pas trop envoyer d'emails. Oui, je pense que un email par semaine, c'est largement suffisant. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de bien doser, c'est-à-dire que tout est pris en compte. La campagne intelligente, la newsletter ou les emailing, par exemple, d'invitation, événements, etc. On indique dans notre liste de contacts d'exclure les gens qui ont reçu un email dans la dernière semaine, en fait, pour éviter la sursollicitation et voilà. Autre question, c'est peut-être combien de scénarios faut-il mettre en place? Je dirais que si on travaille avec Plaisy, un seul scénario, ça suffit parce que c'est des scénarios intelligents. Si vous êtes sur d'autres outils, je dirais qu'il ne faut pas essayer de complexifier cette partie de lead nurturing. Il vaut mieux partir sur des scénarios qui soient simples, et peut-être 1 ou 2 scénarios au départ. Nous, on a par exemple 2 scénarios, je crois. Un scénario pour les gens qui viennent, le top of the pyramide, donc c'est les gens qui sont en phase de awareness. Et puis on a un deuxième scénario pour les gens qui sont déjà plus avancés dans leur parcours d'achat. Et après, vous allez mettre un scénario spécifique pour l'inscription à un webinaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Mais je dirais, essayer de simplifier au départ, voir comment ça fonctionne. Et si vous êtes performant, essayez d'aller optimiser ensuite au fur et à mesure en fonction de votre expérience, mais ne partez pas dans des scénarios qui soient trop compliqués, ne partez pas dans trop de scénarios au départ. Une chose qu'on n'a pas dite aussi sur le marketing automation et le lead nurturing, c'est que ces outils comme Plaisy, ce sont des outils aussi qui permettent de faire des workflows administratifs qui vous permettent par exemple de changer la phase du cycle d'achat de clients, qui permettent d'envoyer automatiquement des emails aux commerciaux quand la personne atteint un certain nombre de points, etc. Donc, ces outils-là aussi vous facilitent la vie en tant que marketeur pour toute la partie administrative. D'autres questions? Alors, on a une question de Benoît. Je réalise un benchmark. Comment bien mettre en avant mon entreprise sur ce contenu premium en phase d'achat? La phase d'achat, ça va être le moment où vous allez pouvoir parler directement de vos produits. Oui. Sur la phase d'achat, donc ce sont des gens qui sont décidés. Donc c'est des gens qui cherchent la société avec laquelle ils vont travailler. Donc dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est vous pouvez par exemple faire des webinaires qui vont parler de votre solution, de faire une démonstration du produit. Donc là, ça va intéresser des gens qui vont venir chez vous dans cette phase-là parce qu'ils sont acheteurs. Si vous vendez, j'en sais rien, demain des assurances, peut-être que en B2B, peut-être que les gens vont être intéressés par des cas clients qui vont leur expliquer, peut-être une interview d'un client qui va venir avec vous faire ce webinaire. Ça peut être des comparatifs d'offres, ça peut être concrètement des produits, parce que dans cette dernière phase de parcours client, la phase de décision, c'est un moment où les gens veulent vraiment des informations sur vos prix, sur vos produits, etc. Donc voilà. On a d'autres questions. Alors, après un téléchargement d'un livre blanc, un appel est émis, mais comment vous gérez un pro qui est sur liste anti-prospection et ne souhaite pas être recontacté par téléphone et être en accord avec le RGPD? Vos appels ne sont pas systématiquement. Vous faites un contrôle sur le droit à le contacter. Ok, donc là on est sur la notion de RGPD. Ouais. Eh bien, si vous êtes en conformité avec le RGPD, vous avez notamment dans votre outil, à un moment, vous allez segmenter ces clients-là qui ne veulent plus recevoir d'emails. Donc, vous avez des liens de désabonnement dans vos emails qui font que les personnes ne vont plus recevoir ces informations.
si la personne s'est désabonnée de vos emails et que vous vouliez quand même mettre en place une campagne de télémarketing. Je crois que le RGPD, le télémarketing ne rentre pas dans ces notions de RGPD qui sont liées à l'envoi d'emails, notamment. Donc, je crois que vous pouvez quand même, à partir d'une base de données, faire des appels sortants. Donc, vous pouvez contacter ces personnes. Mais enfin, toujours dans l'expérience client, si la personne est venue télécharger, ne veut plus recevoir vos emails, je vois pas trop l'intérêt de le contacter derrière en télémarketing parce que vous allez faire que avoir une expérience client avec votre société qui va être franchement négative, sachant que ces personnes, si vraiment elles vont rentrer en contact avec vous, elle aura toujours les réseaux sociaux, elle peut toujours venir se réabonner. Autre question qu'on a souvent, c'est est-ce qu'il faut mieux le faire en interne ou est-ce qu'il vaut mieux le faire en externe, c'est-à-dire passer par une agence? On n'est pas passé parce qu'on est une agence, mais je vous dirais que ça dépend de votre maturité en termes de société. Si vous êtes une grosse société, que vous avez des gens en marketing qui sont spécialisés, vous pouvez le faire en interne. Et donc là, vous achetez votre outil directement auprès des éditeurs, et puis vous avez votre onboarding, et puis vous le faites vous-même. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que sur des sociétés qui sont des PME, donc pas des sociétés qui comptent 3, 4, 5 000 personnes, mais sur des sociétés de 100, 200, 300, 400 personnes, et en dessous, on n'a souvent pas les compétences et on n'a souvent pas le recul. Et on est bien souvent tenté de faire beaucoup d'emails qui sont commerciaux. Donc c'est bien de passer par des gens qui ont des bonnes pratiques, qui ont des expériences d'autres clients et qui sont capables de vous guider et vous dire, ben voilà, si tu fais tel scénario, si on met en place tel scénario, ben finalement, on risque de pas atteindre notre objectif, ou là, tu fais trop de scénarios, ou les emails que tu mets, finalement, tu envoies beaucoup d'emails, mais tu mets pas d'objectif. Voilà. Et puis, donc, moi, je dirais, passer par une agence qui maîtrise l'outil, ça, c'est important. Parce que si vous vous lancez dans l'e-nurturing, vous allez voir que l'outil prend une place très importante et que si on ne maîtrise pas l'outil, donc finalement, on perd ce temps. Et puis, on risque de faire des grosses erreurs. Hein. C'est assez facile quand on met en place des workflows de faire des bêtises. Voilà. Donc, pour renvoyer le même email à deux personnes ou que les personnes soient en même temps dans deux workflows en parallèle. Donc là, ça veut dire qu'il va recevoir un email, deux emails, trois emails, quatre emails par semaine. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant de passer par une agence, sachant qu'une agence, elle ne va pas venir spécialement que sur cette partie de l'e-nurturing, mais qu'elle va vous accompagner sur toutes vos stratégies, sur vos personas, sur quels sont leurs besoins, quelle stratégie de contenu il faut mettre en place, quel outil il faut choisir, quelles sont les bonnes pratiques en termes de conversion, etc. etc. Donc, une agence, elle est vraiment là pour vous accompagner. Tout à fait. Je rajouterais, donc, nous, chez Pledzi, donc, la majorité de nos clients sont des PME. Et on voit, donc, ça dépend vraiment de la maturité et le dimensionnement de votre équipe marketing. On a donc de nombreux clients qui choisissent d'être accompagnés par une agence pour avoir justement tous ces conseils sur toute la stratégie, donc que ce soit persona, contenu et mise en place du lean-nurturing. L'inbound marketing, c'est une particularité, c'est que vous voyez les résultats de l'inbound marketing simplement plusieurs mois après la mise en place de votre stratégie. Parfois 3, 4, 5, 6 mois, voire un an. Donc, investir dans l'inbound marketing sans être accompagné de gens qui savent comment ça se passe, qui ont déjà eu des benchmarks, qui voient comment ça se passe, c'est prendre le risque de se dire, finalement, j'ai investi pendant 6 mois ou un an dans l'inbound marketing, dans du contenu, dont j'ai acheté un outil et j'ai pas de résultat. Donc parfois, c'est plus intéressant, c'est même souvent plus intéressant de passer par une agence qui, certes, ça vous coûte un petit peu d'argent, mais au moins, ça vous assure d'avoir un ROI sur vos campagnes au bout de quelques mois. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a une question de Vincent. J'ai 8 langues dans mon système. Est-ce que Pledzi peut gérer? Alors, il me semble qu'on peut gérer 4 langues. Après, pour des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Autre question? Alors, je crois qu'il y a une autre question sur l'A/B test. Faites-vous de l'A/B test sur vos campagnes inbound et si oui, sur quels éléments? Alors oui, on peut en faire, sachant que faire de l'A/B test, ça nécessite en général d'avoir un certain volume d'envoi. Donc on passe par des tests de qui-2, etc. quand on envoie des emails, donc c'est des trucs un peu techniques. Ça se fait beaucoup sur les campagnes d'envoi d'emails, de prospection, sur les campagnes de lead nurturing.
Oui, on peut le faire. Alors, je sais pas si tu dis si vous le faites pas, ça, c'est de l'A/B test. Il y a des outils qui permettent en tout cas de le faire. Nous, on n'a pas de fonctionnalité pour l'A/B testing. Déjà, je trouve que faire des tests, tester plein de choses dans un premier temps et ensuite passer à l'A/B test. Et vous avez quelque chose qui est intéressant, ce sont les scénarios intelligents. Parce qu'on n'a pas forcément d'autres éditeurs. Les autres éditeurs vont vous dire, ben, effectivement, vous allez essayer de passer tel type de contenu si la personne a fait telle action, etc. C'est bien, ça vous permet d'optimiser cette étape spécifique du workflow. Donc oui, faire de l'A/B testing là, c'est intéressant, parce que vous allez mettre votre call to action bleu, vert, jaune, rouge, etc. C'est pas mal, ça vous permet d'optimiser. Mais il faut garder en mémoire que ce qui est intéressant, c'est l'expérience client, c'est votre scénario. Et si vous avez un scénario qui est intelligent, comme avec Plaidy, bah c'est top. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je vois que vous utilisez Drift. Est-ce que c'est couplé à l'outil Plaidy? Alors oui, donc on utilise Drift en chat sur le site. Aujourd'hui, en fait, moi, je l'ai installé justement pour faire du test, voir si ça nous générait des leads. Donc, en fait, je suis vraiment à la phase test. Je ne l'ai pas encore couplé, ou en tout cas, je n'ai pas cherché à le coupler avec Plaidy aujourd'hui. Mais il faudrait que je regarde ça. Des bons résultats? Oui, ouais, on a des gens qui en fait se posent des questions, ils vont pas aller soumettre un formulaire. Généralement, en fait, les gens qui posent des questions sur le chat ont un intérêt beaucoup plus important et on a un très beau taux de conversion via un chat en ligne comme ça. Sachant qu'on est au début et que bientôt c'est des petits robots. Je ne sais pas si vous avez vu que Google avait lancé son robot qui appelle même en intelligence artificielle. Ça, c'était vraiment intéressant. On est vraiment au début. On est sur des périodes de test. Nous aussi, on a installé Drift. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de résultats. On ne voit pas grand-chose. Je sais que c'est couplé à notre outil qu'on utilise en interne. Mais c'est une façon de toucher vos prospects d'une autre manière. Tout à fait. Et c'est moins intrusif qu'un coup de fil. C'est peut-être aussi moins intrusif c'est peut-être moins engageant qu'un téléchargement sur le site où vous savez que vous allez laisser votre adresse email, etc., que derrière vous allez recevoir un workflow, etc. Drift peut être une bonne solution et ça peut éventuellement, dans l'avenir, déclencher effectivement, pourquoi pas, un scénario de ligne. Tout à fait. En tout cas, moi, par exemple, sur Drift, c'est moi qui suis derrière qui répond. Et du coup, du côté marketing, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on a des questions vraiment très précises sur des besoins et des problématiques spécifiques. Et en fait, donc, du coup, moi, ça me donne plein de matière pour ajuster mon planning éditorial et proposer des contenus totalement adaptés aux problématiques de mes prospects. Exact. On va peut-être arrêter parce que maintenant, ça fait une heure, un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. C'était franchement un plaisir d'être avec toi, Aline, aujourd'hui. Plaisir partagé. Voilà, pour ce webinaire et avec toi, Yacine. Voilà, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. En général, nous, on essaie de faire un webinaire à peu près une fois par mois. Vous pouvez aller sur notre site, sur la partie ressources, vous avez tous les webinaires qu'on a mis en ligne. Voilà, chez vous, si je crois que vous avez enregistré vos webinaires. Tout à fait, et on en aura un prochain, le mois prochain également, avec Benoît qui est dans les backstage aujourd'hui, sur la thématique comment vous avez planté votre stratégie d'inbound. Donc, on va vous expliquer comment on a mis en place cette stratégie de contenu. Super. Merci à tous. Merci. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Plaidy, Aline ou les commerciaux chez eux, ou que ce soit nous si vous avez besoin de conseils sur savoir comment mettre en place une stratégie d'inbound marketing, le marketing automation ou le lead nurturing. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.